Venu de nouveau ici à Lille pour le deuxième jour de ce symposium. Je m'appelle Yael Laverge. Comme vous avez déjà entendu, je suis belge, donc je ne parle pas français normalement, mais je me débrouille un peu. Je suis de l'Université de Gand et je vais être le chair de cette session ce matin. Donc on a 4 présentations. Et la première présentation est par Madame Marie Pouponneau de l'ADEME et qui va nous raconter sur le lien entre les données individuelles et le changement du comportement des personnes monitorées. Donc, Merci. Bonjour à vous tous et vous toutes. Alors après avoir vu hier effectivement beaucoup d'aspects techniques sur ces capteurs, moi je vais essayer de vous faire comprendre ce que j'ai pu observer via une étude, alors qui est complètement disponible, qui est en ligne, vous aurez le lien internet, sur concrètement, est-ce que ça peut amener du changement de comportement, le fait de connaître sa propre exposition à, si on veut être positif, qualité de l'air, négatif, pollution. Alors avant de vous raconter cette étude, je vais me permettre de vous présenter l'ADEME, surtout pour bien comprendre pourquoi on a voulu comprendre ce lien. Donc l'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et on a des missions sur l'air extérieur et l'air intérieur, qui sont inscrites dans la loi dite Grenelle II. Et cette loi dit que l'ADEME participe à des plans d'action visant à améliorer la qualité de l'air, et on arrive aussi en appui aux politiques publiques de l'État dans ce domaine de lutte contre la pollution de l'air. Concrètement, avant de pouvoir mettre en place des plans d'action ou de pouvoir les soutenir, cela signifie qu'il faut qu'on comprenne de quoi on parle, que l'on comprenne quels sont les problèmes. Donc on a différents types de supports pour faire cela, notamment des programmes de recherche, des programmes de R&D, ou la possibilité de faire des études. Quand on a une question très précise, on peut s'adresser aux connaisseurs ou à des gens qui vont nous aider. Après, concrètement, pour du passage à l'action, on va pouvoir aussi aider des entreprises ou des industries pour qu'elles limitent leurs émissions. Donc ça veut dire les aider à mettre en place des technologies ou de les aider aussi à ce que la façon dont fonctionne l'entreprise soit plus vertueuse. On essaye toujours d'avoir une vision gagnante air, énergie, climat et pas auto-centrée pure qualité de l'air. On aide aussi les collectivités qui veulent agir, qui ont besoin d'un support pour passer à l'action. Et une de nos dernières missions, c'est d'informer le grand public. Alors vous allez me dire, les microcapteurs dans tout ça, pourquoi tout d'un coup on s'y est intéressé? Alors on s'y est pas intéressé sur le côté développement du microcapteur, parce que ça sort un peu de notre champ de compétences. En revanche, vu que notre mission, c'est d'inciter, vous avez vu toute la liste des acteurs, à passer à l'action, à améliorer la qualité de l'air, on s'est posé la question de est-ce que ces microcapteurs vont participer à l'action? Donc notre vision, c'était de comprendre ce microcapteur aux mains du grand public, il sert à quoi? Qu'en font les gens? Et on verra qui sont les gens. Et donc, on a voulu savoir quel était le lien entre avoir une donnée individuelle de qualité de l'air et le changement de comportement. Alors, changement de comportement, mesure individuelle, je vais vous expliquer ce que nous, on a pris comme définition. La donnée individuelle, ça peut être une donnée mesurée par le citoyen, c'est-à-dire par lui-même. Il a un dispositif, un équipement, un microcapteur, et il sait concrètement à quoi il est exposé, là, tout de suite, maintenant. À la différence d'une donnée générique qui va être une donnée moyenne sur une ville, voire même sur une région. Ça peut être aussi une donnée mesurée par quelqu'un d'autre qui est proche de lui. Donc il a accès à une plateforme où il peut regarder, moi j'habite là, je vois qu'il y a quelqu'un qui est à 100 mètres, a fait une mesure, je regarde, c'est plus proche qu'une donnée générique. Et sur le chapitre changement de comportement, on a entendu à la fois le fait
de prendre conscience que ces actions amenaient de la pollution et donc de vouloir la réduire, donc moins polluer, ou le fait de prendre conscience que l'on est dans un milieu pollué et que l'on veut être moins exposé. Donc voilà le périmètre de notre questionnement. Alors on a confié une étude à Deloitte Développement Durable et à la sociologue Laurence Allard pour faire ce lien entre la donnée individuelle, le changement de comportement et la mise en œuvre des pratiques favorables à la qualité de l'air ou à la santé. Favorable à la qualité de l'air parce que je pollue moins, favorable à la santé parce que je cherche à être moins exposé. Parmi les questions qu'on s'est posées, comprendre concrètement quelles informations étaient disponibles pour le citoyen qui cherchait à avoir cette mesure ou cette donnée individuelle. Et comment ça passait par des objets connectés ou autres supports, je vous en toucherai 2 mots. Comprendre aussi quelles sont les pratiques favorables à la qualité de l'air qui sont induites par la connaissance de cette valeur d'exposition. Est-ce que c'est juste avoir l'information ou c'est avoir l'information et changer d'itinéraire? Et enfin, on avait bien en tête que cette étude, on n'aurait peut-être pas la réponse à toutes nos questions et on s'est projeté dans « et si demain, on devait mettre en place un appel à projet, quelles devraient être nos recommandations ou qu'est-ce qu'il faudrait chercher à approfondir comme connaissance ?» Donc on ne s'est pas intéressé forcément à comprendre tous les capteurs disponibles, comprendre toutes les questions de fiabilité de ces capteurs, mais bien de voir concrètement comment ils sont utilisés. Je vous donne quelques résultats de l'étude, sachant que le document fait une centaine de pages. Donc je vais pas tout détailler, mais je vous invite à le télécharger. Voilà à quoi il ressemble, ce document. Concrètement, comment s'est déroulée l'étude? Il y a eu une recherche des projets à l'international, donc France, Europe, reste du monde, sur des expérimentations qui ont impliqué le citoyen. Alors, qui ont impliqué le citoyen, pas forcément avec le microcapteur, c'était le citoyen impliqué dans la mesure ou l'accès à une donnée individuelle. Je vous illustre la différence. Vous avez des expérimentations où vous équipez la population de microcapteurs, très simple à comprendre. Vous avez des expérimentations où on va demander aux citoyens de faire des relevés de lichen, et en fonction du lichen observé, on remonte à l'état de la qualité de l'air. Donc le citoyen, il est impliqué dans la métrologie, enfin dans l'observation des lichens, et après on en tire une information sur la qualité de l'air. Donc ça, on a considéré que c'était un accès à une donnée individuelle. Alors vous voyez sur ces graphiques les types de milieux observés dans ces 80, on en a recensé à peu près 80 expérimentations. La moitié d'entre elles concernent l'air extérieur, et puis après on a de l'air intérieur pour 17%, ou alors ce sont des expériences, des projets où on est à la fois sur l'air extérieur et l'air intérieur. Le milieu dans lequel se passent ces projets, c'est plutôt des villes, ou après ça peut être des projets à l'échelle d'une région, d'un pays, ou ça peut être des projets mondiaux, type développement d'une plateforme qui permet de mettre toutes les données mesurées par tout le monde à travers le monde, et ça, c'est l'échelle du monde. Alors, qui fait ces projets, ces expérimentations? Plutôt d'abord les entreprises privées, qui, en règle générale, ont développé un produit et qui donc le mettent à disposition et font des expérimentations. Les chercheurs, les instituts de recherche qui ont différents intérêts, on verra lesquels, pour équiper une population ou leur demander de faire des mesures. Et puis après, différents types d'organismes, des associations ou des organismes en charge de surveiller la qualité de l'air. Et on a fait un deuxième temps dans cette étude parce qu'on s'est dit, au final, nous, notre objectif, c'est bien de comprendre, à partir du moment où l'individu sait à quoi il est exposé, quels changements de comportement, quelles nouvelles pratiques sont induites. Et comme on n'était pas certain de trouver cette information-là dans des expérimentations sur le terrain, on a vraiment regardé la bibliographie qui s'intéresse uniquement aux changements de comportement.
en lien avec la qualité de l'air. Mais le moyen peut être autre chose que l'accès à la mesure individuelle. Donc 20 publications ont été étudiées, air extérieur, air intérieur, et avec deux objectifs, la réduction de l'exposition et ou la réduction des émissions. Donc toujours cette différence entre moins pollué ou être moins exposé. Et dans ces publications, ce qui est intéressant, c'est que les recherches portent beaucoup sur un contexte dans le milieu familial. C'est-à-dire les publications ne portent pas sur un individu, mais plutôt l'individu dans un contexte familial, pour la moitié des publis que l'on a trouvés. Et puis, sinon, ça va être une personne que l'on observe. Le fil rouge de notre étude, c'est le projet ambassadeur qui va vous être présenté au cours de cette matinée. Le projet, on l'avait, donc qui est lauréat de l'appel à projet ACTER de l'ADEME, a débuté à peu près au même moment où on voulait faire cette étude, et arrivé à la fin de l'étude, on avait les premiers résultats de l'étude faite par l'école de haute santé publique de Rennes. Donc c'est un peu le fil rouge, et dans le rapport, vous verrez, il y a des encadrés pour illustrer un peu les propos beaucoup plus généralistes. Et dans cette étude, on a aussi approfondi 9 cas. Je ne vais pas tous les citer, mais vous avez aussi bien d'essayer de comprendre comment l'appli GECOR, qui est une appli qui vous permet de comprendre comment vous polluez selon que le véhicule que vous conduisez, selon que vous êtes dans un tramway ou dans un train, et qui vous donne un score pollution, jusqu'à une autre expérience qui a été menée en France, Mobicitaire. Et il y a Claire Chapas qui est dans la salle aussi, voilà, qui est là, qui pourra vous donner des informations au cours des différentes pauses. Je reviens à ma question principale. Est-ce qu'il y a du changement de comportement avec ces capteurs? Alors, quand on a regardé les 80 expérimentations, en fait, il y en avait très peu qui allaient jusqu'à essayer de comprendre ce lien. Donc, les résultats que je vais vous donner, c'est un peu ce qu'il y a dans ces 80 expérimentations, un peu plus les entretiens téléphoniques qu'il y a eu avec des porteurs à projet pour essayer de comprendre pourquoi il n'y avait pas cette étude jusqu'au bout sur le changement de comportement, et puis les 20 publications où on a essayé, voilà, de comprendre à partir de ces 20 publications qu'est-ce qu'il faudrait faire. La principale information, c'est le fait de connaître son exposition individuelle ne permet pas d'atteindre un changement de comportement pérenne. Ce n'est pas parce que tous les jours, on vous donne l'information concrète de ce que vous respirez que vous allez, comme ça, par magie, changer de comportement. Le capteur, c'est une des briques. Mais le capteur seul ne permet pas de mettre en place le plan d'action. Il faut avoir d'autres éléments. Il faut savoir comment agir. Et puis, on est humain avant tout. Et si vous avez voulu changer une de vos pratiques quotidiennes, vous avez tous observé que vous commencez par un petit geste. C'est pareil pour la qualité de l'air. Si vous demandez à quelqu'un de changer radicalement son comportement du jour au lendemain, il va y avoir un blocage. Donc le changement de comportement, il débute par des choses assez simples, et il faut que ce soit d'abord facile. Après, on peut graduer, mais les changements de comportement observés, ce sont d'abord des petits gestes, une première étape à franchir, quelque chose d'assez simple. Alors, le smartphone, le capteur, dans tout ça, bah oui, un fort appui populaire. Votre journée, elle est pourrie quand vous avez oublié votre meilleur ami à la maison. C'est exactement ça. C'est que ça, c'est indispensable, donc ça permet beaucoup plus de choses qu'une campagne d'affichage 4x3 où on ne regarde plus. Donc on voit que c'est potentiellement un outil très puissant. Et qui participe? Pour le moment, alors je dis bien pour le moment, et l'étude s'est terminée en 2017, donc ça se trouve ça va bouger très 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 vite. Quand vous dites moi j'ai des capteurs, est-ce que vous voulez essayer?
Vous avez soit une population qui est déjà sensibilisée à la pollution de l'air, qui est un peu inquiète, qui veut en savoir plus sur ce qu'elle respire. Donc c'est ce que j'ai appelé des individus non informés initialement à qui l'on propose de participer. Et ils sont sensibilisés, volontaires, ils vont venir vers vous. Alors, ils vont venir vers vous parce qu'ils sont cyclistes et qu'ils veulent savoir s'il y a un autre itinéraire où ils sont moins pollués. Je redis ce que j'avais dit la semaine dernière dans un autre colloque, mais il y a aussi l'ingénieur retraité qui dit bah, super, on va pouvoir faire un peu de science, donc qui y va. Et puis vous avez une autre méthode, c'est-à-dire que vous savez très bien quel milieu vous voulez observer. Et donc là, c'est une population à qui vous confiez les capteurs, qui ne savent pas trop de quoi vous parlez, qui ok, ils ont compris qu'ils étaient un peu vos cobayes et qui vont faire, mais sans être interpellés dès le départ sur la question. Et on observe que là, potentiellement, il y a une montée. Alors, il y a une montée en compétence sur le sujet très technique de la qualité de l'air dans les deux cas, mais les approches sont un peu différentes. Alors, à la fin de cette étude, on n'avait pas toutes les réponses à nos questions. Donc, on a lancé un appel à projet de recherche d'ICAC et on a reposé des questions pour aller plus loin. Donc, différents axes, à la fois sur l'air extérieur et l'air intérieur. Donc, aller plus loin sur cette connaissance de qui on peut intéresser au fait de connaître sa propre qualité de l'air. Et puis, une question aussi principale, c'est est-ce qu'il faut chercher à vouloir équiper tout le monde de ces microcapteurs? Est-ce que tout le monde a besoin de savoir à quoi il est exposé? Donc, un peu avoir ces caractéristiques sociologiques de nos futurs mesureurs. Et puis aussi, la question où moi, j'ai toujours pas la réponse, c'est au final, c'est quoi le poids du capteur dans tout le reste? En fait, quand on regarde les expériences, c'est pas juste équiper des personnes, c'est équiper des personnes, les rencontrer, leur faire comprendre quelles sont les sources de pollution. Et en fait, on aimerait bien comprendre le capteur, il fait quoi dans tout ce processus du changement de comportement. Est-ce que c'est dans les 15 premiers jours qu'on a le déclic? Est-ce que c'est au bout de 6 mois? Ou, à contrario, est-ce qu'au bout de 15 jours, on ne regarde plus l'objet? Et puis, une dernière question, c'est, on a commencé un peu à l'approcher hier, le fait d'avoir une connaissance individuelle, est-ce que ça va jouer quelque chose dans notre jeu des politiques publiques? Qu'elles soient politiques publiques mises en place par une collectivité, politiques publiques de l'État, politique de l'entreprise, de la vie de l'entreprise. Si demain, dans une entreprise, tout le monde a à son bureau ce qu'il respire, est-ce que ça devient une vraie force politique en dehors de celle que l'on a l'habitude de comprendre? Voilà les 5 lauréats avant-première mondiale pour ce colloque. Alors, un projet qui va se dérouler dans l'Est de la France, ACPRECA, qui est porté par la métropole du Grand Nancy, où là, l'objectif, c'est de voir ces populations dites précaires qui ne sont pas souvent intégrées dans ces projets parce qu'elles ne sont pas au courant ou n'ont pas forcément de l'appétence. C'est d'essayer de voir est-ce que ces populations arrivent à changer de comportement avec un microcapteur plus ou moins facilement, et est-ce que ça a un intérêt? Donc on aura 160 personnes qui vont être équipées. AirActive, c'est un projet qui est porté par l'Université Paris-Est Créteil et qui va regarder les applications d'Air Paris et de l'association Respire, qui sont des applis qui permettent de connaître son exposition. Et en fait, il y aura différents groupes. Et à ces groupes, on va soit juste leur mettre à disposition les applis, soit les former via un module de formation qui existe déjà, qui est en ligne, soit ils vont être formés, accompagnés. Et donc, on va voir comme ça un peu dans la graduation de l'accompagnement, qu'est-ce que ça change dans les changements de comportement ou dans la possibilité de changer de comportement. Le projet CAPSI, qui est porté par l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes et en partenaire avec l'École des hautes études de santé publique de Rennes, qui est
le terrain d'ambassadeur, donc Pauline Mordelet vous en parlera, qui se passe à Rennes, et de vraiment regarder sur les 3 saisons de cette opération quels sont les changements opérés et comment ont participé ces personnes. Et puis, on a des projets qui concernent l'air intérieur, donc le projet Allo qui est porté par la plateforme Tipeee, qui va regarder quand on a une opération de rénovation de l'habitat et qu'à partir de ce moment-là, les personnes, les locataires ont accès à une information de leurs données de consommation énergétique, comment s'insère la donnée qualité de l'air intérieur? Et surtout, quel type de données qualité de l'air intérieur on va leur délivrer? Est-ce qu'il faut que ce soit des données, j'allais dire en microgrammes par mètre cube avec tous les polluants? Est-ce qu'il faut que ce soit un indice? Donc on va vraiment voir avec eux, faire différents essais pour voir comment tout ça s'articule entre consommation d'énergie, qualité de l'air, quelle visualisation, quel type de données. Le projet Calypso est porté par Armin en partenariat avec Atmo Hauts-de-France. Et là, ça va être vraiment de regarder le long terme, donc des familles équipées pendant 4 mois. Comment, au sein d'une famille, on réagit, et il y aura des accompagnements différenciés. C'est-à-dire des familles où il y aura le capteur, très basique, sans doute juste le chiffre, des capteurs un peu plus évolués où on va pouvoir faire avoir plus d'informations, des familles qui vont être accompagnées par un conseiller en environnement intérieur. Et donc, on va regarder, pareil, là, où se situe le déterminant dans le changement de comportement. Il y a d'autres ressources que ce que je vous ai dit aujourd'hui. Donc il y a l'étude. Cette étude, on a eu aussi envie de la faire parce que nos collègues sociologues à l'agence ont fait un ouvrage plus généraliste sur le changement de comportement. Voilà, il n'y a pas que la qualité de l'air, donc si vous voulez regarder d'autres horizons et en savoir plus sociologiquement sur tous les leviers du changement de comportement, je vous invite à lire cet ouvrage. Et si vous n'avez que 3 minutes à consacrer au sujet, regardez la vidéo. On vous explique que Sarah, elle est parfaitement au courant qu'il y a un problème avec le changement climatique, mais elle va tous les jours en voiture au travail. Il va falloir lui en donner plus pour qu'elle change de comportement. Donc voilà, en 3 minutes, vous comprendrez l'apport des sciences sociales. Et puis, pour en savoir plus sur des projets, il y a des interviews des porteurs de projets ambassadeurs et AREX qui vous permettent aussi de comprendre comment des collectivités françaises s'emparent des microcapteurs et ce qu'elles font avec. Merci de votre attention. Merci pour ce timing parfait. Donc on a quelques minutes pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions du public ? Non ? Vous êtes endormi ou c'était pas intéressant? Rassurez-moi juste un tout petit peu. En fait, moi j'ai peut-être une question. Donc, vous envisagez des changements de comportement. Est-ce que vous avez aussi une attention pour les jeunes, donc les petits, parce que dans le comportement, c'est parfois assumé que si on peut changer le comportement du petit, ça va changer le reste du famille. Dans le projet Calypso, il y a comme on s'intéresse à la famille, il y a la question effectivement de quel type de famille et quel est l'âge des enfants. Le projet très honnêtement, on vient de finir les contrats, donc je ne suis pas encore complètement précise sur les projets, mais on s'est posé la question en amont de quel type de famille et l'influence des enfants. Et sauf erreur de ma part, on fait le choix qu'il faut que l'enfant soit en âge d'interagir, tout en ayant la précaution qu'il n'ait pas un biais dans l'expérimentation.
c'est-à-dire que ce soit auto-centré sur l'enfant et pas sur les adultes qui composent le foyer. Donc l'équilibre, il va être fin, mais effectivement, le levier sur le changement de comportement, si ça se trouve, c'est l'enfant. Donc voilà, il faut attendre, je ne sais plus, 24 mois, ça doit être un projet de 2 ans. Oui, j'avais une petite question. Merci pour ta très belle présentation. Je me peux demander si par hasard, il y avait eu des retours, par exemple, des campagnes anti-tabac. Donc, sur la campagne anti-tabac, donc les gens ont décidé de mettre la photo des organes atteints sur les paquets de cigarettes. Ça pourrait être le capteur. Voilà. Et puis, est-ce que finalement, c'est ces photos qui ont changé le comportement, ou est-ce que c'est la taxation du tabac qui a été plus efficace? Donc, est-ce qu'il n'y a pas des analogies à faire avec ce genre de campagne? Alors, je ne suis pas sociologue. Je suis ingénieure qualité de l'air. J'atteins mes limites. Si j'essaye de raccrocher à ce que j'ai vu, soit dans l'étude, soit dans les projets que l'on accompagne, c'est qu'il faut dépasser le stade de la prise de conscience. C'est pas parce que fumer tue qu'on change de comportement et qu'il faut d'autres choses. Et j'ai l'impression, au vu des différentes expériences qui ont pu être menées, que le capteur ou autre chose permet une montée en compétence sur le sujet hyper rapidement, plus rapidement qu'1 an d'études à la fac, et qu'il y a besoin d'être accompagné pour changer. Si on n'explique pas les alternatives aux véhicules individuels, si on n'explique pas que aérer permet d'abattre le taux de confinement dans le logement, on n'arrive pas au changement. Donc l'information seule, en tous les cas pour ce qu'on a vu jusqu'à présent, je prends des précautions parce que voilà, j'ai hâte que ces projets démarrent, n'a pas l'air d'être suffisant. Pierre Pernouer, Paris. J'avais une question sur notre meilleur ami, c'est-à-dire le téléphone. On voit en retour de terrain que ça peut être aussi un petit peu problématique parce que finalement, quand les gens comprennent qu'il faut qu'ils utilisent leur propre téléphone, par exemple, pour utiliser des capteurs, ça veut aussi mettre potentiellement à disposition des données personnelles de leur côté. Et notamment avec, en plus, la mise en place du RGPD, c'est un petit peu compliqué. Et là, récemment, cette semaine, il y a un nouveau capteur qui est sorti qui, justement, ne passe pas par le téléphone. Et je voulais savoir si, justement, on pouvait quand même commencer déjà à avoir des retours, si, finalement, le téléphone est un ami ou éventuellement un verrou sur ce type d'expérimentation. Alors, je pense qu'il faut vraiment regarder ça. Moi, je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Il y a une prise de conscience, effectivement, des traces que l'on laisse. Et je pense que la prise de conscience va arriver en même temps, en fait. Et aujourd'hui, moi, j'ai pas la réponse. Il y a une vraie addiction aujourd'hui sur le smartphone. Je ne sais pas si c'est clivant ou pas. On peut aussi se poser la question de est-ce qu'on ne laisse pas de côté du coup une partie de la population. L'objet, on pourrait imaginer aussi que l'objet il est posé et on regarde de temps en temps, mais on est tellement le nez sur ça qu'a priori c'est plus facile de regarder son smartphone que de regarder l'objet qui est posé sur la table. Donc moi, je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Je pense que l'intérêt aussi de ces projets-là, c'est de regarder comment les personnes impliquées vont réagir et est-ce qu'elles vont soulever ces inquiétudes-là. Aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. Oui, bonjour. En fait, moi, j'ai une question légèrement différente, mais qui rejoint un peu celle-ci. Dans les différents projets que vous avez mentionnés, il y a des côtés assez pédagogiques ou participatifs, plus ou moins. Il y a une approche qui n'est pas du tout exploitée, qui est celle du jeu. Or, pour associer notamment les enfants, mais aussi beaucoup d'adultes, c'est une façon assez intéressante de permettre la sensibilisation sans culpabiliser les participants. Et est-ce que vous avez certains projets qui travaillent qui considèrent cette approche ludique comme un des moyens de sensibiliser ? Alors, pas directement sur les travaux que j'ai suivis, que je vous ai présentés là, mais on a d'autres travaux financés ou cofinancés à l'agence qui
aborde ce sujet-là et je laisse la parole à Monsieur Beckman qui va vous expliquer comment on a financé son projet et qui est en lien avec le projet Airactive du coup. Oui, merci pour la question. Juste parce que dans un des projets Airactive, c'est basé sur un cours interactif et sur un serious game en fait qui s'adresse vraiment aux jeunes et qui explique toutes les mécanismes de la pollution de l'air, l'effet sur la santé, mais aussi les bonnes pratiques. Comment changer des pratiques pour se protéger mieux soi-même et pour moins polluer. Et donc nous pensons que cette façon de serious game peut vraiment apporter beaucoup. Donc ça a été fait ensemble. Il y a plusieurs volets de ce cours. Ça a été fait ensemble avec AirParif, avec l'Académie de Créteil et d'autres partenaires. Et c'est sur le site www.airducation.eu. Donc si vous voulez jouer vous-même, je vous invite. C'est assez marrant. Bon, merci tout le monde pour tout à coup vous réveiller avec des questions très très intéressantes, mais on a le programme à poursuivre, donc je propose qu'on va à la prochaine